On peut trouver plusieurs phénomènes qui suivent cette courbe-là. Je vais vous donner quelques exemples. Si je représente par exemple sur l'axe des abscisses le moment de la journée et sur l'axe des ordonnées la chaleur enregistrée, on va dire par exemple ici on a 8 heures, puis 12 heures et puis 16 heures. Alors la chaleur qui va être enregistrée va suivre cette évolution. Au début de la journée, la chaleur est très faible et puis ça commence à monter petit à petit jusqu'à avoir un pic vers midi et puis ça commence à descendre de cette façon jusqu'à la fin de la journée où la chaleur est très basse. Et donc, vous obtenez ici une courbe en cloche. D'ailleurs, si vous êtes abonné et que vous n'avez pas encore activé la cloche, merci de le faire. Vous allez recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo. On peut avoir plein d'autres exemples. Imaginez que cette ligne représente toujours le temps. Et là, on va repérer le nombre de voitures qui passent, par exemple, sur une route principale. Eh bien, vous pouvez remarquer une évolution, en fait, de cette nature. Et là, vous allez avoir l'heure de pointe où les travailleurs, par exemple, rentrent chez eux. On va dire vers 17 heures, par exemple. Je peux vous donner un autre exemple pratique. Imaginez par exemple qu'on a une classe d'élèves et je vais donner des points à ces élèves. On va dire que dans l'ordre, celui-là a 5, 7,5, on va dire 9, 10,5, 12, 12,5, 13, 14, 17, 18. Si vous remarquez bien cette distribution, vous allez remarquer également une courbe en cloche. Je vais enregistrer ces points dans un tableau. On va dire, dans la première colonne, je vais mettre les notes, et dans la deuxième colonne, on va mettre l'effectif. C'est-à-dire le nombre d'élèves ayant telle ou telle note. Alors, combien d'élèves ont une note inférieure à 6? Il n'y a qu'une seule personne, donc on va mettre ici une personne. Entre 6 et 10, il y a 2 personnes. Entre 10 et 14, il y en a 4 personnes. Donc ici, on a 4 personnes. Entre 14 et 18, il y a 2 personnes. Donc le 18 n'est pas inclus. Donc il y a ici 2 personnes. Et puis, entre 18 et 20, il y a une seule personne. Si on veut représenter ces données dans un histogramme, eh bien, on va mettre nos effectifs ici et on va mettre les notes ici. C'est notre variable aléatoire qu'on va noter par X. Sur l'axe, on peut mettre pour les effectifs 1, 2, 3, 4. Entre 0 et 6, on a un seul élève. Entre 6 et 10, on a 2 élèves. Entre 10 et 14, on a 4 élèves. Et entre 14 et 18, on a 2 élèves. Et après 18, il y a un seul élève jusqu'à 20. Vous remarquez bien ici qu'on a une forme en cloche de cette manière. Alors, quand on a un phénomène qui suit cette allure-là, on parle de la loi normale en probabilité. On dit que X suit une loi normale. Et là, vous avez la moyenne de X. Alors, la différence qu'on peut noter avec la loi binomiale, c'est que la variable X dans la loi binomiale est une variable discrète. Au niveau de la loi normale, la variable X est une variable continue. C'est-à-dire que ça peut prendre des valeurs avec des virgules, alors que X, dans la loi binomiale, ne peut pas prendre des valeurs avec des virgules. Ça peut prendre 0, 1, 2, jusqu'à n en général. C'est ça les valeurs que peut prendre la variable aléatoire X. Et cette loi binomiale est résumée dans la formule la probabilité que X soit égal à K. K, ça peut varier de 0 jusqu'à n. Ça peut prendre n'importe quelle valeur. Est égal à la combinaison de K éléments parmi n fois petit p, c'est la probabilité du succès, puissance K, fois 1 moins p, c'est-à-dire la probabilité de l'échec, puissance n moins k. Quand n est très grand dans la loi binomiale, on peut avoir une approximation de la loi binomiale par une loi normale. Et à ce moment-là, la variable x va avoir cette distribution
sous forme de cloche. Et à ce moment-là, cette loi normale va être représentée par la fonction suivante. Sigma, c'est l'écart type. Sigma au carré, c'est la variance. Cette lettre, on la prononce mu, c'est la moyenne de x, de notre variable aléatoire. Et E, c'est la fonction exponentielle. Mais on ne va pas utiliser cette fonction pour calculer les probabilités dans le cadre de cette loi parce qu'il y a une table toute faite pour calculer n'importe quelle probabilité. Voilà d'une manière générale comment ça se présente la loi normale. Quand x suit une loi normale, on peut l'écrire de la manière suivante. Il y a deux paramètres qui identifient cette loi. C'est la moyenne qu'on note mu et la variance, ou bien l'écart type. La dernière fois, je vous avais présenté la loi normale qui prend cette allure. Et donc, il y a plusieurs propriétés à cette loi. Par exemple, la valeur du milieu que vous avez ici, ça représente la moyenne de la variable x, qu'on peut noter par mu. Et puisque cette moyenne divise cette courbe en deux parties égales, donc vous avez ici 50% des valeurs et 50% de l'autre côté. Et donc l'air qui se trouve en dessous de cette courbe représente 100%, ou bien 1. Et mathématiquement parlant, on peut le calculer par l'intégrale moins l'infini plus l'infini de f de x. Et la fonction dont on parle est la suivante, mais on ne va pas utiliser cette fonction parce que c'est une fonction très compliquée. Je vais placer ici ma moyenne, mu, et donc il y a plusieurs propriétés à cette courbe. Cette R que vous avez sous la courbe représente ce qu'on appelle la densité de probabilité. Vous allez voir qu'on peut en déduire déjà des probabilités. On peut noter par exemple que la probabilité que x soit inférieur ou égal à la moyenne, mu, cette probabilité est égale à 50%. Et la probabilité que x soit supérieur ou égal à mu est égale aussi à 50%. Toutes les variables aléatoires qui suivent une loi normale sont identifiées par deux valeurs. Vous avez la moyenne mu et l'écart type ou bien la variance. Et on peut noter x suit une loi normale de paramètres mu, la moyenne, et la variance. Sigma, c'est l'écart type et sigma au carré, c'est la variance. On peut avoir plusieurs formes de lois normales, une infinité de courbes de cette nature, plus étalées, plus grandes, plus serrées vers la moyenne, très écartées de l'axe. Et chacune de ces courbes va être identifiée par la moyenne mu et l'écart type sigma. Et donc, si vous avez une loi normale, n'importe qu'on va mettre de cette façon-là, ce qui va faire déplacer cette loi soit à gauche, soit à droite, c'est bien la moyenne. Si la moyenne est grande, alors la courbe va être tracée très à droite. Si cette moyenne est petite, alors la courbe va être tracée à gauche. Et on peut avoir une infinité de variables avec des moyennes différentes. Ça, c'est la première chose. Et puis vous avez le deuxième paramètre, c'est l'écart type. En fait, l'écart type, ça mesure la dispersion autour de la moyenne. Est-ce que les valeurs sont très dispersées de la moyenne ou bien sont très serrées vers la moyenne? Si ces valeurs se regroupent plus vers la moyenne, alors on va avoir une courbe qui va avoir cette allure-là. Et on va avoir un écart entre la moyenne et les valeurs, la plupart des valeurs, très centrées vers la moyenne. Par contre, si l'écart type est très grand, alors on va avoir des courbes de cette nature. Ça, c'est la moyenne, et vous allez avoir un écart type très très grand qui caractérise une grande dispersion des valeurs autour de la moyenne. Et puisque vous avez une distribution des valeurs très harmonieuse, très équilibrée, peu importe la loi, peu importe la courbe de distribution, eh bien, on peut ramener toutes ces formes, toutes ces lois, toutes ces courbes à une seule courbe qu'on appelle la loi centrée réduite. D'une manière générale, si vous avez x suit une loi normale de paramètres
mu et écart type ou bien la variance sigma au carré, alors on peut ramener cette loi en changeant simplement la variable. On va noter une autre variable, par exemple t, qui va être égale à notre x moins la moyenne sur l'écart type. Et si vous appliquez ce changement de variable sur toutes les lois qui existent, eh bien vous allez vous retrouver avec une seule loi de variable t qui suit une loi normale de paramètre 0 et l'écart type ou bien la variance qui est égale à 1. Donc toutes les courbes, toutes les lois qui existent peuvent être ramenées à une seule forme. De cette manière, on peut calculer pour n'importe quelle loi la probabilité très facilement en utilisant cette forme-là de distribution. Je vais vous donner un exemple. Vous avez ici par exemple la loi normale centrée réduite et que vous avez une autre loi par exemple qu'on va dessiner de cette manière avec la moyenne mu. Imaginez que vous voulez calculer par exemple la probabilité que x soit inférieur à a. C'est-à-dire que vous voulez calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à a. Toute cette partie-là. Eh bien, cette probabilité, on peut la ramener à notre forme de la loi centrée réduite et ça va être exactement la même probabilité, puisqu'il y a une répartition harmonieuse et équilibrée de la distribution des valeurs de x sur n'importe quelle loi normale. Si on effectue le changement de cette variable, on va noter t, la nouvelle variable qui va être identifiée comme x moins mu la moyenne sur l'écart type. Et donc, au lieu de calculer cette probabilité-là, on va calculer la probabilité que t est inférieur ou égal à a moins mu sur l'écart type. C'est bien ce qu'on a ici. Et donc, cette probabilité est exactement pareille que cette probabilité. C'est la même chose. Eh bien, ce que je viens de vous montrer ici, on peut l'appliquer sur n'importe quelle loi normale. Peu importe sa position sur l'axe, ça peut être de cette nature, ça peut être de cette nature, ça peut être de cette nature, peu importe la loi normale, on peut la ramener à une seule forme appelée la loi normale centrée réduite. D'une manière générale, si vous avez une variable aléatoire x qui suit une loi normale de paramètres moyenne mu et de variance sigma au carré, si on note par exemple une autre variable égale à x moins la moyenne sur l'écart type, alors cette variable suit une loi normale de paramètres 0 et 1. 0 c'est la moyenne et 1 c'est l'écart type ou la variance. Dans ce cas c'est pareil parce que 1 au carré est égal à 1 ou bien racine carrée de 1 au carré ça fait 1. Le 0 que vous voyez ici c'est la moyenne. Et donc cette loi peut prendre la forme suivante. Ici on a notre variable aléatoire qu'on a nommée t. Et là on a la fonction f de t. Et toute cette R-là, en fait, ça représente la probabilité d'oméga, c'est-à-dire la probabilité de réaliser toutes les valeurs de t. Là on a 0, notre moyenne. Si je prends une valeur de t, n'importe, qu'on va nommer petit b ici, et que j'aimerais bien calculer la probabilité que t est supérieur à b. En d'autres termes, j'aimerais bien calculer la valeur de cette R que vous avez ici. Et on peut noter ça, la probabilité que ma variable aléatoire t soit supérieure ou égale à b. Alors, je dois préciser que dans le cadre de la loi normale, peu importe qu'on met le signe supérieur ou égal ou bien strictement supérieur. Parce que la probabilité que t est égal à b, cette probabilité est égale à 0. Parce qu'on n'a pas d'air ici pour une seule valeur. Alors, on va revenir à cette probabilité. Alors, puisque la moyenne ici, c'est 0, alors si je note ici moins b, dans ce cas, j'aurai exactement la même surface, la même R ici. Ce qui fait que calculer cette probabilité revient à calculer aussi la probabilité
que t soit inférieur à moins b. Vous pouvez mettre inférieur ou égal, c'est pareil. Et donc, on a cette probabilité-là est exactement la même que cette probabilité. Ces deux-là sont pareils. Et on peut aussi calculer cette probabilité autrement. On sait que la probabilité de toute cette R qui est en dessous de cette courbe est égale à 1. Donc on peut très bien écrire cette probabilité est égale à 1 moins l'air que vous avez ici. Le 1, ça représente tout l'air que vous avez sous la courbe, moins tout cet air que vous avez ici, qui n'est rien d'autre que la probabilité que T soit inférieur à B. En résumé, si vous avez par exemple ici moins B et que je veux calculer la probabilité que T soit supérieur à moins B. Alors visuellement, cela peut être représenté par toute cette surface, toute cette aire. Et cette aire, on peut visuellement voir clairement que c'est égal à celle-là en rouge, qui n'est rien d'autre que la probabilité que T soit inférieur à B. D'une manière générale, si vous avez la probabilité que T soit supérieur à moins B, cette probabilité est toujours égale, dans le cadre d'une loi normale centrale réduite, est égale à la probabilité que T soit inférieur à B. En d'autres termes, pour bien se rappeler de cette règle, on change le signe ici de supérieur à inférieur ou l'inverse, et le signe ici moins devient plus, ou bien plus devient moins. D'une manière générale, si vous avez une probabilité n'importe, x est supérieur ou égal à moins 0,30, eh bien cette probabilité est égale à la probabilité que x, je vais changer le signe à l'inverse, donc inférieur ou égal, et je vais changer ce signe à positif, c'est-à-dire à 0,30. Et vous pouvez toujours visualiser ces données dans la table. Moins 0,30, c'est notre moins b, et on demande la probabilité que x soit supérieur ou égal à b, c'est-à-dire cette partie-là. Et cette probabilité, c'est la même que x soit inférieur à 0,30, c'est-à-dire moins AB ici. Donc c'est toute cette partie-là. Vous avez une autre propriété. Si vous avez par exemple ici votre écart type de 1 et que vous voulez calculer la probabilité que t soit comprise entre moins 1 et plus 1, c'est-à-dire calculer toute cette R que vous voyez ici. Alors, cette probabilité est toujours égale à 0,68 approximativement. On peut ajouter 26 ici. Cette probabilité reste toujours valable pour toutes les autres lois en remplaçant ici le 1 par l'écart type de la loi en question. Pour calculer rapidement des probabilités dans le cadre de la loi normale centrée réduite, on utilise une table de probabilité que voici. Alors, cette table, comment on peut lire cette table? Je vais vous donner un exemple. Je veux par exemple calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,83. Pour trouver cette probabilité grâce à la table, eh bien, je vais chercher 0,8 dans cette colonne-là. 0,8 est là. Et puis le reste, on le cherche sur cette ligne, c'est-à-dire 0,03. 0,03, on est là. Et à l'intersection de ces deux valeurs, eh bien, je trouve ma probabilité, qui est dans ce cas égale 0,7967. Je vais prendre un autre exemple. Je cherche par exemple la probabilité que x soit inférieur. Il faut savoir qu'avec la table, on est toujours avec le signe inférieur. Si vous avez par exemple, je vais prendre un exemple où je cherche une probabilité supérieure ou égale à 0,44. Si je veux placer ce 0,44 au niveau de ma table, eh bien, on se retrouve quelque part ici. Et je cherche cette probabilité, en fait, cette R ici. Eh bien, cette probabilité n'est rien d'autre que le 1 qui représente toute cette R moins cette partie-là. Et cette partie-là, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,44. Vous voyez qu'on peut transformer n'importe quelle probabilité avec un signe inférieur ou égal. Toute la table que vous voyez ici, c'est pour des probabilités où il y a inférieur ou égal quelque chose.
Et celle-là, on peut la trouver dans la table. Je vais chercher 0,4 sur cette colonne-là. Je suis ici. Et je cherche 0,04 sur la ligne ici. Et l'intersection entre les deux vous donne votre probabilité. Et donc ça est égal à 1 moins 0,67. Avant de faire des exercices sur la loi normale centrée réduite, je vais vous illustrer quelques propriétés de cette loi par des images. Tout d'abord, il faut comprendre que dans la table de cette loi, on a des probabilités que la variable aléatoire soit inférieure ou égale à quelque chose. Par exemple, à A. Et cette probabilité, on peut l'écrire P de A. Quand on vous demande de calculer la probabilité de P de A, c'est-à-dire calculer la probabilité que X soit inférieur ou égal à A. Pour cette forme de probabilité, il n'y a pas de problème, on peut la trouver facilement dans la table. Mais quand on demande par exemple de calculer la probabilité que X soit supérieur ou égal à ce moment-là, il faut faire en sorte de transformer ce supérieur ou égal à inférieur ou égal pour trouver la valeur dans la table de la loi normale centrée réduite. Si je veux savoir par exemple la probabilité que X soit compris entre moins A et A, eh bien regardez bien avec des images, vous allez trouver directement la réponse à cette probabilité. Eh bien cette probabilité est égale à 2 fois la probabilité que A soit inférieur à A moins 1, ou bien la probabilité d'oméga. Donc là est égal à 2 fois la probabilité que X soit inférieur à 1, qu'on peut écrire de cette manière, moins 1. Pour bien concevoir ça sans passer par des formules mathématiques, eh bien, regardez bien ce qui va se passer si je retire de tout ça, ça. Vous avez ce morceau-là, va prendre toute cette partie-là, toute cette partie, donc ça part, parce que ça moins ça part. Ce qui restera, c'est uniquement cette partie-là. Et cette partie-là qui reste va partir avec cette partie-là, parce que c'est la même. Et donc, ce qui restera, c'est uniquement cette partie qui correspond à la probabilité que X soit compris entre moins A et A. On peut l'écrire est égal à 2 fois la probabilité que X soit inférieur ou égal à A, moins A. Et ça, on peut l'écrire P de A. En règle générale, on va retenir cette propriété, la probabilité que X soit compris entre A et moins A est égale à 2P de A moins 1. Voilà, c'est très important cette propriété, on va l'encadrer. On va l'utiliser très souvent dans les exercices. Il faut bien la mémoriser. Mais si vous retenez l'image que je viens de vous montrer, cette propriété ne s'effacera jamais de votre mémoire. Vous avez cette partie-là part avec cette partie. Il restera ce petit morceau, c'est le même que celui-là à l'envers, ce qui fait que ces deux morceaux aussi s'effacent mutuellement. Ce qui va rester, c'est la partie centrale ici, ce qui correspond à notre probabilité recherchée. Une autre propriété importante à savoir, c'est quand on vous demande par exemple de calculer la probabilité que x soit supérieur à une valeur. Dans notre cas, on va mettre moins a. Cette probabilité, ça correspond en fait à toute cette partie-là. Et cette partie-là n'est rien d'autre que cette partie-là à l'envers. Donc c'est la même surface, ça va faire la même chose. On peut donc écrire cette probabilité sous la forme P que x soit inférieur ou égal à a. Ou strictement inférieur, c'est la même chose. D'une manière générale, si vous avez ici supérieur ou égal, vous mettez ici inférieur ou égal. Si vous avez ici un signe moins, ici vous mettez un chiffre positif. Et ça marche à tous les coups. Voilà une deuxième propriété. On peut aussi calculer cette probabilité en passant par l'événement contraire. Et donc cette probabilité est égale à 1 moins l'événement, ou bien la probabilité de l'événement contraire. L'événement contraire à x supérieur ou égal à moins a, c'est bien x strictement inférieur à moins a. Et si on regarde bien dans notre représentation graphique, cette probabilité-là, c'est ce morceau
Ce qui restera, si on retire ce morceau de tout cela, c'est bien cette partie-là au-dessus. Et cette partie-là, c'est bien notre probabilité recherchée. Et donc, il y a plusieurs manières de réécrire la probabilité autrement. Et on peut aussi utiliser l'événement contraire de cette probabilité, qui n'est rien d'autre que 1 moins la probabilité que x soit strictement supérieur à a. Strictement supérieur à a, on est ici. Donc si on retire de tout ça, cette partie-là, ce qui restera, c'est bien cette partie. Et cette partie, ça correspond à notre probabilité recherchée ici. Je vais vous donner encore une dernière propriété si vous voulez calculer par exemple la probabilité entre deux valeurs différentes, entre une valeur B et une valeur E. C'est-à-dire, je veux calculer la probabilité que x soit compris entre B et E. Si on regarde bien le graphique, cette probabilité correspond en fait à toute cette partie moins ce morceau-là. Ce qu'on peut écrire est égal à la probabilité que x soit inférieur ou égal à B moins cette partie-là qui n'est rien d'autre que la probabilité que x soit inférieur à E. D'une manière générale, vous avez la probabilité que x soit compris entre deux valeurs, on va dire A et B. Eh bien, cette probabilité est égale à la probabilité que x soit inférieur à A moins la probabilité que x soit inférieur à B. Et on peut l'écrire également sous cette forme, P de A moins P de B. Ça signifie la probabilité que x soit inférieur à A moins la probabilité que x soit inférieur à B. On commence toujours par cette valeur-là, la probabilité de cette valeur moins la probabilité de cette valeur. Voilà pour ces explications. La prochaine fois, on va faire quelques exercices pour mettre en application toutes ces propriétés. Je vous mettrai le lien du cours suivant dès que ce soit disponible. Merci d'avoir regardé ce cours et à très bientôt.